Invité de Face au Presse Club, aujourd'hui le candidat à La République En Marche à Paris. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Alors vous avez 42 ans, vous êtes originaire de Saône-et-Loire, né à Saint-Rémy, c'est au même endroit que Rachida Dati. Vous avez déjà une longue carrière politique, commencé au Parti Socialiste, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône, vice-président de l'agglomération, vice-président du Conseil général de Saône-et-Loire. Parallèlement, vous avez été un proche de Dominique Strauss-Kahn, avec qui vous avez travaillé. Puis, après la victoire de François Hollande, vous avez été membre du cabinet de Marisol Touraine jusqu'en 2014, où vous avez pris vos distances pour vous rapprocher d'Emmanuel Macron. Vous avez été l'une des chevilles ouvrières de la Fondation d'En Marche, porte-parole du mouvement. Vous avez été élu député en 2017, nommé secrétaire d'État d'abord auprès du ministre de l'Économie et des Finances, puis porte-parole du gouvernement. Enfin, il y a un peu moins d'un an, le 27 mars 2019, vous avez démissionné du gouvernement pour vous présenter aux élections municipales à Paris. Vous avez même obtenu assez facilement l'investiture de La République En Marche. On pensait dès lors que, fort du soutien présidentiel et de l'usure du pouvoir d'Anne Hidalgo, de la situation des Républicains à Paris, on pensait que la route vers l'hôtel de ville allait être un chemin parsemé de pétales de roses. Seulement, les choses sont beaucoup plus compliquées que prévu, en raison notamment de la candidature de Cédric Villani. On va en parler. Vous allez nous dire comment vous comptez faire pour redynamiser votre campagne. Vous allez nous parler de votre projet pour Paris. Vous allez être interrogé par Brigitte Boucher de LCP Assemblée nationale et Nicolas Charbonneau, directeur délégué des rédactions du Parisien, qui vous pose la première question. Bonjour Benjamin Griveaux. J'avais envie de vous demander finalement comment ça va. Comment ça va 3-4 jours après ce sondage dont on parlera, qui vous positionne numéro 3 sur le podium, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Comment ça va aussi? Anne Hidalgo, peut-être on précise, est à 25%, ouais. Rachida Dati crédité de 19%. Vous n'arrivez qu'en 3e position avec 15%, talonné par l'écologiste David Belliard à 14% et Cédric Villani à 13%. Cédric Villani, finalement, à chaque fois qu'on vous... fait avec un terrain d'enquête, au moment où Pierre Bournazel m'avait rejoint, mais qui n'a pas été dans le terrain d'enquête. On parlera de Bournazel et de l'effet attendu ou pas de Bournazel. Comment ça va? Est-ce que vous imaginez cela, effectivement, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, au début de la campagne? D'abord, une campagne pour Paris, il est difficile d'imaginer que ce soit un chemin pavé de pétales de rose. Deuxièmement, je me félicite que le Parisien ne fasse pas de sondage. Et depuis longtemps. Et donc, ne parlez pas des sondages des autres qui ne sont pas très intéressants. Parlons des projets. On rentre au fond maintenant dans la campagne vraiment. Les Parisiens, depuis les dernières semaines, depuis le début du mois de décembre, avaient quand même la tête beaucoup aux grèves, à la réforme des retraites, au fond, comment je vais aller bosser ce matin, est-ce que je vais trouver un métro, un bus, un bout de tram, est-ce que le Vélib, la station va enfin fonctionner ou pas, comment je vais m'en sortir. Donc c'est vrai que le mois de décembre, où traditionnellement les campagnes municipales commencent à s'enclencher, a été un mois totalement consacré à d'autres sujets. Après, il y a la fameuse trêve des confiseurs, la trêve de Noël, etc. Et puis on rentre dans la campagne là. Anne Hidalgo a enfin dévoilé, après un suspense absolument insoutenable, qu'elle était candidate. Donc désormais, nous allons pouvoir débattre, parce qu'elle était assez peu dans l'échange jusqu'à présent. J'espère même qu'on aura des débats publics. On me dit que Anne Hidalgo et Rachida Dati n'en souhaitent qu'un avant le premier tour. J'ai dit, je crois, dans vos colonnes qu'elles étaient complices. Moi, je souhaite qu'on ait beaucoup de débats parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et donc, on rentre dans cette campagne maintenant. J'ai eu l'occasion de, ce matin, annoncer que j'avais déposé une proposition de loi pour une police municipale sur les questions de sécurité. Je ferai ce week-end des annonces sur les questions d'aménagement et d'écologie. Voilà, on va pouvoir être projet contre projet et moins égaux contre égaux. On va venir, je crois utile dans une on va venir sur vos propositions pour Paris, mais bien évidemment. Juste un mot de Cédric Villani. On a entendu ce matin que Cédric Villani, il allait falloir peut-être siffler la fin de la récré. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous le souhaitez? Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je lui ai dit, d'ailleurs, je l'ai fait savoir dès hier, que ma position n'avait pas changé, était la même depuis le 10 juillet, depuis le soir où le mouvement La République En Marche a décidé de m'investir. J'ai proposé qu'on travaille ensemble. Je lui ai écrit cet été une très longue lettre de 4 pages où je proposais qu'on pilote ensemble les questions stratégiques, les grands choix programmatiques,
les équipes aussi, parce qu'un projet municipal ne peut pas s'incarner si vous n'avez pas des personnalités pour les porter dans les arrondissements, à l'échelle de Paris. Il n'a jamais accepté aucune des mains tendues et aucun moment de dialogue. Et puis, hier, j'ai été attentif à ce qu'il a dit, Benjamin Griveaux est le bienvenu. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours, puisqu'il y a 15 jours, Pierre-Yves Bournazel avait fait la proposition qu'on se rencontre tous les trois. Moi, j'avais accepté et Cédric avait dit je le viens, mais sans Benjamin. Bon, ouais, ça fait vraiment, c'est passionnant cette affaire. Bon. Moi, je lui dis rencontrons-nous dans les tout prochains jours. Dans les tout prochains jours. Pour pouvoir discuter enfin du fond, mettre de côté les affaires personnelles, discuter du fond, se dire est-ce qu'on a des oppositions sur les sujets centraux de cette campagne? Mais Cédric Villani vous dit vous êtes le bienvenu chez lui. Non, pour discuter. Franchement, on n'est pas au bon niveau. On ne va pas passer cette campagne à savoir les questions d'ego des uns et des autres, les envies cachées des uns ou des autres. Je pense que ça ennuie profondément les Parisiens. Les Parisiens, ils veulent un changement à la tête de la ville. Ils l'ont dit, pour le coup, dans toutes les enquêtes, ce qui est assez peu mentionné par les commentateurs. Donc voilà, 2/3 des Parisiens veulent un changement à Paris. Le changement, il passera par le rassemblement. C'est marrant, les sondages, ça vous intéresse tout d'un coup. Mais quand ils sont fiables et quand Ah oui. ils sont Non, mais cohérents, quand ils sont cohérents, Fiable égale favorable. Fiable égale favorable. Quand ils sont cohérents d'un institut à l'autre, Olivier Lagarde, je les écoute. Pour revenir et à il m'arrive Cédric même de les Villani, lire. et puis on passe la parole à Brigitte Boucher. Est-ce que vous souhaitez que Cédric Villani soit exclu de la République En Marche? J'ai déjà dit non à maintes reprises. Je vous le redis pour la énième fois. Ça fait 8 mois que j'explique que le maire de Paris, s'il veut rassembler, ne peut pas commencer par exclure. Donc ça suffit. En revanche, je vous dis aussi une chose. On ne peut pas être dans un mouvement politique et refuser de parler avec le candidat qui a été investi par ce mouvement politique et vouloir parler avec tous les autres. Il faut un peu de cohérence dans cette affaire. Les Parisiens doivent nous regarder en disant « mais ils sont devenus fous à la République En Marche ». Donc je le dis à Cédric, retrouvons la raison. Ce n'est pas très compliqué. On se met autour d'une table, on acte sur quoi on est d'accord. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. Ne mettons pas d'artifice. Laissons les entourages faire des offres, raconter des saletés les uns sur les autres. Et nous, on se dit les choses sur quoi on est d'accord et on emmènera Paris loin. Sinon, Anne Hidalgo sera réélue et on n'aura, je crois, pas répondu à cette envie de changement qu'attendent les Parisiens. Vous seriez prêt à retirer votre candidature au profit de Cédric Villani? Il est rare que le premier retire sa candidature au profit du deuxième. Et pourquoi vous êtes premier? Puisqu'il y a les sondages ne comptent pas. Pardon, j'ai été investi par La République En Marche au mois de juillet. Vous l'avez dit de manière assez claire. Peut-être aussi parce que le projet sur lequel j'avance est clair. Parce que les équipes que j'ai constituées sont claires. Je rassemble des gens issus de la gauche et de la droite. 3 maires d'arrondissement ont rejoint mon équipe de campagne. Une maire venue de la gauche, Frédéric Calandra, qui est la maire du 20e, et 2 maires de droite, France Berthoud et Delphine Burkly. C'est la promesse d'En Marche. C'est cet ADN puissant qui a fait que le président de la République a réussi en 2017 à faire sauter les verrous et à mettre un terme à ce balancier gauche-droite dans lequel Anne Hidalgo et Rachida Dati veulent nous réenfermer. Parce que ce qui se joue dans cette élection, pour L2, c'est 2022. C'est cette élection qui prépare l'élection présidentielle. Et donc, c'est la candidate de Christian Jacob d'un côté, Madame Dati, et puis de Madame Hidalgo pour elle-même, sans doute en 2022. Vous évoquez Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron. Vous souhaitez qu'il intervienne? Écoutez, c'est le président de la République, il a autre chose à faire. S'il commence à intervenir dans chaque élection municipale, s'il met le doigt à Paris, on va lui demander à Bordeaux et puis à Toulouse. Et c'est qui le patron aujourd'hui de la République En Marche? C'est Stanislas Guérini, qui est délégué général de la République En Marche. D'accord. Brigitte Boucher. Oui, on regarde. D'ailleurs sur mes listes dans le 17e arrondissement. On regarde quand même un peu les chiffres. On voit quand même qu'Anne Hidalgo est loin devant vous. Elle est à 25% aujourd'hui. Donc elle est beaucoup critiquée dans votre camp, mais pas seulement, sur la propreté, sur le logement, sur la mobilité, un certain nombre de sujets. Et pourtant aujourd'hui, quand on regarde, les Français la plébiscitent toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a plus l'oreille des Parisiens ou est-ce que c'est vous qui êtes inaudible sur vos propositions? Écoutez, parlons des propositions. Ça fait 10 minutes qu'on parle de Cédric Villani. Ça n'intéresse personne. Donc parlons des propositions. Peut-être deviendra-t-on audible. Oui, mais là, pour le coup, Anne Hidalgo, comment vous expliquez cette entrée en campagne et qu'elle soit aussi haut finalement, alors que vous critiquez son bilan? Il n'est pas si mauvais que ça, son bilan? Quand je vois des Parisiens dans la rue, l'entrée en campagne d'Anne Hidalgo n'est pas ce dont il me parle. Il me parle de l'état de la chaussée, il me parle de l'état de la propreté, il me parle de la sécurité, il me parle du manque de logement, il me parle de leur imposibilité quand on est une classe moyenne à rester vivre à Paris alors qu'on y travaille. C'est de ça dont il me parle. Pas ils sont prêts à revoter pour elle. Écoutez, moi j'entends tout, mais elle est 10 points en dessous de son score de 2014 où elle a été élue de justesse. Elle est 10 points en dessous. Donc moi j'entends qu'il y a un enthousiasme débordant et des ovations, des vivas de la foule quand vous promenez dans les rues de Paris. On ne doit pas se promener dans les mêmes quartiers de Paris manifestement, notamment dans les quartiers populaires qu'elle a laissé tomber. Et elle ne s'occupe que du centre de Paris, et essentiellement des touristes. D'ailleurs, on pourra parler des projets d'aménagement qu'elle propose.
je crois que le Trocadéro n'est pas la priorité des priorités en termes de végétalisation. C'est pas une question, parce qu'on sait qu'une élection, et notamment municipale, elle se fait beaucoup sur la personnalité du maire. Est-ce que vous remettez en question votre personnalité, votre style? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à un moment, n'est pas passé entre vous et les Parisiens? Je n'ai pas le sentiment que les Parisiens, à nouveau, jugent uniquement sur la personnalité. Sinon, Madame Hidalgo va être éliminée très vite. Puisque dans les traits de caractère, elle est encore vécue comme plus méprisante et condescendante que moi. Donc vous voyez que les qualificatifs que vous m'attribuez d'ailleurs bien gentiment dans les papiers que vous me consacrez, lui sont aussi attribués. Donc ce n'est pas ça le sujet. À la fin des fins, on ne veut pas savoir... La vraie question, c'est est-ce que le maire de Paris demain est en capacité de répondre aux problèmes du quotidien et n'est pas seulement tourné vers des ambitions nationales ou vers les enjeux planétaires, qui sont essentiels, mais qui ne sont pas ceux des Parisiens de tous les jours. La question de l'école, de la garde d'enfants, des parents célibataires, des personnes âgées dépendantes, des 4 générations qui cohabitent, sécurité, propreté, pardon d'y revenir. Je sais que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais c'est ce dont les gens nous parlent. Et ça, pour le coup, dans les enquêtes. Dans les enquêtes, vous voyez, je fais plaisir on va en parler. Aux sondeurs. Mais les enquêtes... On va parler des sujets qui préoccupent les Parisiens. On a 1 heure, ça fait 12 minutes qu'on n'en parle pas. Ça fait 12 minutes, exactement. Et on va continuer encore à parler un petit peu de l'actualité de la campagne, parce que j'aimerais tout de même qu'on dise un mot de Rachida Dati. Emmanuel Macron a réussi, on a vu ça, à faire exploser la droite dans ce pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réussir l'exploit de faire renaître les Républicains dans la capitale? Non. Non. Je ne vais pas être plus long, je vais vous dire, non, je ne crois pas. Ça ne vous surprend pas ce score de Rachida Dati? Non, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'elle aurait fait 17 au lieu de 19, personne n'en parlerait, c'est-à-dire le score qu'elle faisait en septembre. Et donc en 2 points, c'est-à-dire la marge d'erreur entre septembre et janvier, subitement il y a une révolution. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est, vous savez, c'est ce scientifique qui s'est marché sur la tête par Zarathustra dans le Marais, et le type lui dit, je m'occupe du cerveau de la sangsue. Bon, moi je m'occupe d'un peu plus large, parce que si on commence à regarder le demi-point qui bouge et qu'on en fait une révolution, une réinstallation de la droite, je vous le dis, nous sommes un peu perdus. Donc la focale, elle est plus large, le sujet c'est Paris et pas le demi-point ou le point perdu. Est-ce que la droite se reconstitue ou la gauche? Ma conviction, c'est que les Parisiens attendent autre chose, qu'on est en mesure de leur apporter par un rassemblement large, inédit, et que les propositions qu'on mettra dans la campagne, c'est sur cela que se fera la décision. 60 ou 70% des gens interrogés disent qu'ils n'ont pas fixé leur vote. Rendez-vous dans 2 mois. On ne sent pas que la dynamique soit tellement de votre côté. C'est ça le problème. Vous savez, il y a ce qu'on sent, puis il y a ce qu'on ressent. Et je passe plus de temps dans les rues de Paris que sur les plateaux, et je pense que c'est mieux. Alors, on va parler de votre programme. On va parler de vos propositions. Vous avez parlé de transport, de sécurité, de logement, de propreté. Oui, tout cela. Et on en parle nous-mêmes tous les jours, ou presque. Si on commençait par les transports, Anne Hidalgo avait fait le choix de chasser la voiture de Paris. Est-ce que c'est un bon choix? Comment, rétrospectivement, vous le jugez? Je sais pas, moi, je ne suis pas dans la caricature en disant moi, je suis le candidat de la bagnole, elle a voulu chasser. Je trouve que ça, d'abord, ça simplifie le débat à outrance et je n'aime pas ces caricatures. Moi, ce que je crois, c'est que l'échec qui a été le sien et ce sur quoi il va falloir se battre, c'est que le moyen de transport parmi le plus écolo, le plus accessible financièrement et le plus accessible physiquement, qui est le bus, la vitesse commerciale des bus a été divisée par 2 dans le mandat. C'est pas moi qui le dis, c'est Île-de-France Mobilité. C'est 14 km/h de 12 km/h à 6. km/h. De 12 à 6. C'est Île-de-France Mobilité, dont le vice-président est M. Najdovski, l'adjoint de transport de Mme Hidalgo. Bon. Quand vous limitez, les bus, qui étaient la grande réussite de Bertrand Delanoë, avec les couloirs de bus, qui ont provoqué des débats terribles, souvenez-vous, c'était l'enfer, on n'allait pas y arriver. Quand vous avez des voies dédiées qui permettent à des bus de se mouvoir rapidement, les gens prennent le bus. Qu'est-ce qui se passe quand ça divise par 2? Tout le monde descend dans le métro, donc vous congestionnez le métro, qui fait que il y a 5 ans, ça n'existait pas, mais désormais, vous attendez 2 ou 3 rames de métro avant de pouvoir rentrer dans le métro. Pourquoi? Parce que les bus ne fonctionnent plus. Pourquoi les bus ne fonctionnent plus? Parce que la voirie n'est pas gérée. Pourquoi la voirie n'est pas gérée? Parce que les entreprises qui mettent des barrières et qui font des travaux ne sont pas pilotées. Ce sont elles qui décident des moments où elles vont mettre des gaz sur les chantiers. Et donc, on a cette situation totalement hallucinante où vous avez des chantiers posés avec personne dessus qui travaille. Pourquoi? Parce que la direction des travaux a été démembrée à la ville de Paris. C'est l'effet papillon. Mais quand vous ne vous intéressez pas aux détails, être maire, c'est faire. Quand vous n'êtes pas le nez dans les services, à regarder comment opérationnellement vous allez diriger cette ville, la manager, eh bien vous pouvez faire les plus belles déclarations sur les voitures qui polluent, etc. Les embouteillages à Paris, la diminution de la vitesse commerciale des bus, c'est de la pollution en plus.
Elle avait fait une annonce, moi j'ai repris cette proposition, je ne savais même pas qu'elle l'avait faite, vous voyez, qui était de dire, c'est ma première proposition quand j'ai quitté le gouvernement, qui était l'interdiction des bus de tourisme dans Paris. Il y a une pollution visuelle, disons-nous les choses, c'est moche. Il y a une pollution sonore, parce qu'ils font un boucan pas possible. Il y a une pollution atmosphérique, ils sont à 95% au diesel. Et puis il y a toutes les externalités négatives, comme on dit, qui sont les embouteillages associés au fait d'avoir des bus qui sont en permanence sur la voirie, dans les voies de bus, sur les livraisons, etc. Bon. Elle avait proposé de les supprimer dans son programme de 2014. Il y en a plus en 2020 qu'en 2014. Comment on fait pour supprimer ça? L'administration romaine a réussi. J'ai la faiblesse de penser que l'administration parisienne doit pouvoir faire aussi bien que l'administration romaine. C'est-à-dire qu'on prend, plutôt que d'avoir des bus à diesel, des navettes électriques qu'on laisse aux portes de Paris. Parce que si on continue à avoir 2000 bus de tourisme tous les jours dans Paris, ça ne peut pas fonctionner. C'était une bonne intuition, elle l'avait mis dans son programme, elle ne l'a pas fait. Donc moi, on peut faire campagne avec les meilleures déclarations du monde, avec sans doute les bonnes intentions, je ne lui fais pas ce procès. Mais à la fin, être maire, c'est faire. C'est pas déclarer, c'est pas déclamer, c'est mettre les mains dans la machine et aller regarder comment concrètement l'impact que je prends quand je démembre la direction des travaux, ça aura une conséquence opérationnelle sur les voiries, ça aura une conséquence opérationnelle sur la gestion des travaux et donc sur les flux de circulation. Attendez, parce que si on parle très concrètement, vous voyez quoi? Vous voyez les avions chinois qui débarquent à Roissy, ils vont monter dans un bus qui va les emmener porte de Clignancourt et là ils vont descendre pour aller dans des navettes électriques? Mais je vous le dis, en tout cas, les bus de tourisme, avec moi, ne rentreront pas dans Paris. Rome a réussi et le Colisée ne souffre pas d'avoir moins de touristes. Je souhaite qu'on ait un tourisme de meilleure qualité, je souhaite qu'on augmente la durée moyenne de séjour, parce que Olivier de Lagarde, les touristes chinois qui arrivent, qui prennent le bus, qui montent, qui passent 8 heures à Paris et repartent, les Parisiens payent le bus de tourisme, qui pollue, qui fait du bruit, qui embouteille, et il n'y a pas 1 euro qui rentre dans les commerces parisiens. Attendez, moi je suis favorable au tourisme, mais il faut que ça puisse bénéficier à tout le monde, à nos restaurateurs, à nos hôteliers, à tous les quartiers de Paris, pas uniquement à l'hypercentre. Anne Hidalgo, elle a construit sa politique pour les 4 arrondissements centraux de Paris, qu'elle veut d'ailleurs piétoniser. Vous piétonisez le centre, vous embolisez le reste de Paris. Chacun le sait. Moi, ma proposition, c'est de dire on fait 240 rue Jardin dans tout Paris. C'est-à-dire que dans les 240 quartiers de Paris, on va débitumer, désasphalter et végétaliser une rue entière. Pas uniquement dans le centre de Paris, pas uniquement pour les gens qui ont les moyens et pas uniquement pour les touristes. C'est 2 visions très différentes de la ville. Vous avez beaucoup critiqué la fermeture des voies sur berge. Pas du tout. Non, je ne l'ai jamais fait. Donc elles resteront oui, telles qu'elles sont aujourd'hui. Je le dis, je n'ai jamais critiqué l'ouverture des voies sur berge. J'ai même toujours dit que jamais nous ne rouvrirons les voies sur berge. Jamais. J'ai dit que ça allait dans le bon sens. Vous savez, je ne suis pas procureur, je suis plutôt avocat dans l'âme. Et donc je sais dire quand des choses ont été faites utilement. Je pense que c'était un bon objectif, je pense que la méthode pour le faire était du grand n'importe quoi. Parce que vous ne pouvez pas prendre les décisions seul quand vous êtes maire de Paris. Parce que vous avez des gens qui vivent autour. Ici, les Moulineaux en est un bon exemple. Montrouge, vous avez des gens à Vincennes, vous avez des gens à Clichy. Vous ne pouvez pas piloter cette ville, diriger cette ville en tournant le dos à la région, à l'État, au gouvernement, au département limitrophe, seul dans votre îlot. Ça n'est pas possible. Il faut en terminer avec cette gestion très clanique, centralisée et solitaire de Paris. Et les pistes cyclables? C'est une bonne idée. Dommage qu'elle n'en ait fait que 50% du plan qu'elle avait annoncé à nouveau en 2014. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paris en selle. Ce sont les spécialistes du vélo. On a un grand oral le 29 janvier, les candidats parisiens. Et donc, moi, je suis heureux de m'y rendre. Elle a réalisé la moitié du plan qu'elle avait annoncé. C'est toujours mieux que rien, mais enfin, il en manque la moitié. Elle s'y est mise tard, les 2 dernières années, ce qui explique sans doute aussi les problèmes de voirie, de phasage. Moi, j'ai signé avec Paris en selle leur projet très intelligent d'ailleurs de vélopolitain. C'est quoi? Ils ont pris le plan de métro et ils ont, on l'a tous en tête, ils ont décalqué les lignes de métro sur des voies cyclables. Et en se disant, voilà, la ligne 1, donc on voit assez bien, voilà, la ligne 1, moi j'y habite, et bien, ils ont ouvert une ligne de vélopolitain. C'est très intelligent parce que chacun, du coup, se repère et sait où sont les voies cyclables pour faire les grandes diagonales ou les grandes verticales de Paris. Et moi, je souhaite, par exemple, que l'une des premières lignes qu'on puisse faire, c'est la 13. Parce que comme elle est sursaturée dans le métro, eh bien, si on a un vélopolitain, ligne 13, qui sort de terre un peu avant les autres, ce n'est pas idiot. Donc désaturer le métro en faisant en surface des voies cyclables, moi j'y suis favorable, je l'aurais dit. Elle dit qu'elle veut donc 100% vélo. Est-ce qu'on va faire tout le programme d'Hidalgo et de savoir ce que moi j'en pense? Est-ce qu'on va parler de Paris? On va parler du vélo. Est-ce que vous jugez c'est un bon exercice. que c'est une forme de populisme vert, comme le dit Brune Poirson? De quoi? De faire du 100% vélo, de vouloir faire une ferme urbaine à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire le 100% vélo en fait? Moi, je n'ai pas compris. Si vous pouvez éclairer ma lanterne, c'est quoi 100% vélo? C'était dans vos colonnes.
Donc c'est quoi 100% vélo? On n'a pas relancé. Vous auriez dit, parce que moi, j'ai toujours pas compris. Est-ce que ça veut dire 0% pour le reste? On va lui reposer la C'est une question. bonne question. Alors, arrêtons avec Hidalgo. Moi, je crois que je crois que chacun doit faire de la place à chacun. Vous savez quel est le premier mode de déplacement à Paris? La marche à pied. Les marches. La marche. Ouais, la marche. Le piéton a été abandonné à Paris depuis 6 ans. Quand vous voyez le désordre dans l'espace public, le bazar sur les voiries, le mauvais entretien, la saleté, on a laissé tomber le piéton qui, objectivement, est le sacrifié des 6 années. Et ben moi, je trouve que commencer à reconstruire nos mobilités par la marche à pied, qui, alors là, on aura du mal à trouver plus écologique que la marche à pied, eh bien, je trouve, et c'est bon pour la santé. C'était la une du Parisien lundi matin. Je sais, c'est pour ça que je le souligne, mais je ne voulais pas faire... non, mais moi je le dis. On va nous accuser de toutes les connivences. Non, simplement, puisque vous laissez les bus de tourisme à l'extérieur de Paris, est-ce que vous êtes favorable à un péage à l'entrée dans Paris? Non. Tout à l'heure, vous avez fait référence à Rome. Un ou deux démagos dans la campagne vont l'annoncer. Alors d'abord, je leur apprendrai que la loi d'orientation sur les mobilités interdit les péages. Donc comme ça, on peut parler de Mme Hidalgo d'ailleurs. Elle propose un référendum sur Airbnb, donc ça n'apportera aucune conséquence légale. Elle propose une police municipale paritaire, c'est contraire à la Constitution. Elle va sans doute proposer un péage aux portes de Paris, c'est contraire à la loi. Et est-ce que vous souhaitez l'éradiquer? Si vous voulez refermer Paris sur nous-mêmes, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et puis je vais vous dire, c'est très français. On pense que quand il y a un problème en France, il faut mettre plus d'argent public ou un impôt. On dépense beaucoup d'argent public, on a beaucoup d'impôts et il y a encore beaucoup de problèmes. C'est donc que pour répondre à un problème, ce n'est pas forcément par l'impôt, par la taxe ou par le péage qu'on va y arriver. Ça veut dire que vous pouvez promettre aux Parisiens qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts locaux si vous devenez maire de Paris. J'ai déjà pris cet engagement. Et dernière question concernant les transports, est-ce que vous souhaitez l'éradication des scooters à moteur thermique dans Paris? En tout cas, je mets en place une prime de 2 000 € pour la conversion des 2 roues thermiques vers des 2 roues électriques, parce que le 2 roues thermique pollue plus, fait un boucan pas possible. Un scooter débridé qui traverse Paris d'est en ouest la nuit réveille 80 000 personnes. En Paris, on perd 9 mois d'espérance de vie en bonne santé à cause du bruit. Donc je mettrai en place, je l'ai annoncé ce matin, des radars sonores qui sont des méduses, qui sont développées par Bruit Parif, qui sont des méduses avec 3 points de prise de son qui permettent donc d'identifier un bruit à un véhicule. Ça, c'est un mécanisme nouveau qui va nous permettre donc de verbaliser. Et moi, oui, je souhaite qu'on puisse avoir à terme que des 2 roues électriques dans Paris. Je pense qu'on doit pouvoir accompagner les professionnels pour le faire. On a fait des primes à la conversion pour les vélos électriques. On a fait des primes à la conversion pour les véhicules à moteur 4 roues. Je crois qu'on doit pouvoir le faire pour les 2 roues parce que beaucoup de Parisiens sont passés aux 2 roues parce que c'est pratique. Et donc, il n'est pas inutile de se dire que cette prime à la conversion de 2 000 € permettra à ces Parisiens de passer aux 2 roues électriques. C'est silencieux et c'est meilleur pour l'écologie. Allez, vous passez à un autre gros dossier. Brigitte Boucher, on parle logement? On peut parler du logement, effectivement. Vous souhaitez que les classes moyennes puissent revenir dans Paris. Comment on fait pour faire revenir ces classes moyennes dans Paris alors qu'aujourd'hui, les prix des logements explosent dans la capitale? On a perdu 60 000 habitants en 5 ans, donc c'est à peu près un rythme de 11 à 12 000 habitants par an, modulo les années. Ce qui est terrible pour un maire, parce que d'abord, vous fermez beaucoup d'équipements publics, je travaille sur le logement, mais moi, j'ai fermé une école dans ma circonscription dans le 3e, Côte Brantôme. Pas une classe, hein, une école. Et je vous assure que moi, je suis devant vous aujourd'hui parce qu'il y a eu l'école. Fermer une école dans Paris, dans la ville la plus belle du monde, dans la capitale du pays, c'est invraisemblable. Et donc ça, la raison à cela, c'est en partie la question du départ des classes moyennes. Et donc la question du logement. Parce que quand vous engouffrez 50% de vos revenus, soit dans un loyer, soit dans un remboursement d'emprunt, évidemment, vous quittez Paris et vous ne pouvez plus y vivre. En général, le premier enfant, vous campez, et le deuxième enfant, vous décampez. Et quand je dis classe moyenne à Paris, ce n'est pas les niveaux de revenus des classes moyennes en France. Ce sont des couples qui gagnent 5 ou 6 000 € à deux avec 1 ou 2 enfants, qui n'arrivent plus à vivre à Paris. La Chambre des notaires dévoilait une étude il y a peu de temps pour être en capacité d'acheter un appartement de 70 mètres carrés à Paris sans apport. Il faut 11 000 € de revenus par mois. Bon, donc, on voit bien que ça concerne très peu de monde. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Paris avait un retard sur la question du logement social, c'est vrai. Il fallait rattraper ce retard. Je n'ai aucun problème avec ça. On est désormais à 22,5 ou 23%. La loi SRU impose 25%. Madame Hidalgo nous dit on va aller à 30%.
C'est-à-dire que par rapport à la quantité qu'on a aujourd'hui, on va augmenter encore de 50% le nombre de logements sociaux. Moi, je crois qu'il y a une urgence avant cela, qui est que les 500 millions d'euros par an consacrés au logement social, c'est les 3 milliards d'euros du chéquier de Yann Brossa dans le mandat, où on achète de manière totalement aberrante, à des prix extravagants, donc on fait de l'inflation sur le marché immobilier, des mètres carrés très chers, dans des arrondissements très coûteux, pour y mettre des gens très modestes, à qui on fait retraverser Paris, ne serait-ce que pour qu'ils puissent faire leur marché. Parce que les marchés du 16e arrondissement sont un peu plus coûteux que le marché de Belleville. Donc on est dans un truc totalement idéologique qui dépense beaucoup d'argent public pour un bienfait, somme toute, assez modeste. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut structurer le marché du logement intermédiaire et faire en sorte que des opérateurs privés, et toutes les villes de France le font, Lille, je prends volontairement Lille, qui est dirigée par une macroniste convaincue, Nantes, Rennes, alors Lyon un peu plus, Bordeaux, Strasbourg, toutes les villes ont des opérateurs privés qui viennent sur le marché du logement intermédiaire structurer une offre pour les classes moyennes. À Paris, c'était persona non grata, porte fermée, Yann Brossa ne les reçoit pas. Bon, c'est ça quand on a un adjoint communiste au logement. Je crains qu'il ne soit encore là dans la prochaine équipe, puisqu'ils ont déjà signé un accord. Alors, on ne sait rien de l'accord sur le fond, mais on sait que ça leur a rapporté 8 ou 10 conseillers de Paris. Bonne nouvelle pour les communistes, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le logement des Parisiens. Donc voilà, structurer le marché du logement intermédiaire. La ville de Paris a les moyens de le faire. Et on peut construire encore? Non, mais on peut faire de la transformation de logements qui aujourd'hui sont... Parce que structurer, pardon, ça ne veut a... pas dire grand-chose. Là, Bah, c'est simple, ça veut dire que quand... par exemple, on va commencer par une chose très simple, Olivier de Lagarde. Quand des maires me disent on a des F4 ou des F3 et Paris Habitat nous les transforme en F1 ou en F2, bah, si vous voulez chasser les familles de Paris, vous faites ça. Bah, si vous voulez plus de familles dans Paris, vous prenez des F4 dans le parc social puis vous les mettez en F2. Et puis dans le parc social, quand vous rénovez, vous pouvez, dans un immeuble où vous avez des logements sociaux, parce qu'on a quand même beaucoup de logements qui sont encore pas en état et pas utilisés, peut-être que vous pouvez monter de gamme et donc passer à du logement intermédiaire. Peut-être que sur les 10% de logements vacants à Paris, on peut accompagner les petits propriétaires qui souvent n'ont pas les moyens de mettre aux normes pour des raisons sanitaires ou environnementales. Les normes ont beaucoup bougé et qui donc ont des logements vacants. Il y a 10% de logements vacants. Je ne compte pas les 7% de résidences secondaires. Donc on est à 10% de logements vacants dans une ville. On va reconstruire. Moi, je souhaite dédensifier la ville. Anne Hidalgo, elle a bétonné et bitumé la ville comme jamais. Comme jamais. Le projet Bercy-Charenton, je le reverrai entièrement. Le projet Saint-Vincent-de-Paul, à revoir entièrement. Mettre des tours en R+8 ou R+10 dans le 14e arrondissement, en U, refermer sur elle-même et oser appeler ça écoquartier. Non, mais enfin, il n'y a que Jean-Louis Missica, parce qu'il dessine avec, au fusain, qui trouve que ça a un sens. C'est l'urbanisme des années 90 et on est en 2020. On n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est sans doute la plus grande mystification du mandat. C'est qu'on a bétonné et bitumé la ville et qu'on prétend qu'on est écolo. Vous allez voir, le projet, j'en présenterai un dans les jours qui viennent. Ma conviction, c'est que si on regagne du foncier à Paris, il ne faut rien y construire. Et Benjamin Griveaux, j'imagine qu'il y a une étude d'impact derrière tout ça. Vous vous êtes donné combien de temps pour regagner 10 à 12 000 habitants dans Paris par an? Ouais. Je pense que dans la salle, tout le monde a mis le nez dans des annonces immobilières ou des agences immobilières ces quelques derniers mois. Et tout le monde se dit c'est juste totalement impossible d'acheter à Paris, quel que soit le revenu qu'on a aujourd'hui. Donc, sous Bertrand Delanoë... Combien de temps avant de faire machine arrière? Sous Bertrand Delanoë, qui a quitté la mairie en 2014, les prix étaient déjà élevés. La ville a gagné 60 000 habitants. Elle les a perdus en un mandat. Les prix ont augmenté, certes, mais ils avaient quand même augmenté avant. Ce que je ferai des annonces très prochainement sur le logement, ma conviction, c'est qu'on a pris le sujet du logement de manière un peu conservatrice, qu'il faut sans doute être un peu plus original dans l'approche, notamment interroger le rapport qu'on a en France à la question de la transmission entre les générations et de la propriété et de la rotation du capital, mais ça fera l'objet d'annonces dans quelques jours. Un dernier mot peut-être sur le logement et concernant la restriction des vous allez nous dire si vous êtes pour, alors, des locations saisonnières du style Airbnb, c'est quoi votre politique là-dessus? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus volontiers avocat que procureur. Je déteste les chasses à l'homme. Quand en général on pointe quelqu'un du doigt en disant il est responsable de tout, ou une entreprise, j'ai tendance à aller écouter ce que dit la défense. On dit Airbnb, c'est Airbnb qui a vidé le centre de Paris. Bon, donc j'ai regardé. Entre la fin des années 50 et la fin des années 90, les 4 quartiers centraux de Paris, les 4 arrondissements centraux, ont perdu la moitié de leur population. Alors à la fin des années 90, il n'y avait même pas cette affaire dans nos poches. Donc il n'y avait pas Airbnb. Bon. Donc est-ce qu'Airbnb est à l'origine? Non.
Est-ce qu'elle a amélioré le système? Sans doute pas. Et moi, je distingue deux catégories dans Airbnb. Vous avez des gens qui ont une résidence principale et qui louent leur résidence principale. La durée médiane, c'est 32 nuits par an. Médiane. Vous avez la moitié des locations sur Airbnb, c'est moins de 32 nuits par an, la moitié, c'est plus. Bon. Pour ces propriétaires de leur résidence principale, qui au fond récupèrent comme ça 3, 4 ou 5 000 euros par an. C'est un 13e mois, c'est des vacances d'été, c'est le stage d'anglais du petit collégien, c'est le resto de temps en temps, c'est le petit plaisir. Ceux-là, ce sont mes classes moyennes. C'est aussi les 3, 4 ou 5 000 euros qui vous permettent de rembourser l'emprunt que vous êtes collé pour acheter 70 mètres carrés sur 30 ans. Ceux-là, si on leur dit c'est terminé, ce que propose Madame Hidalgo, parce qu'elle veut traiter tout le monde de la même manière, ça, c'est le fantasme de la même chose pour tout le monde, c'est ça la justice. Non, ça c'est parfaitement injuste. Celui-là, il ne faut pas l'enquiquiner. Et aujourd'hui, il y a des contrôles, la loi a été bougée, 120 jours, je n'ai pas de sujet avec ça. En revanche, il faut être beaucoup plus dur avec celles et ceux qui en font un commerce ou qui en ont fait une industrie, qui dévoient le principe même de ces plateformes Airbnb, qui n'était pas de faire du commerce et de l'industrie, mais d'avoir du partage, modulo finance évidemment, moyennant finance, mais qui permettait d'arrondir les fins de mois. C'est ça. Et ben moi, je fais la différence entre les deux. Et quand j'entends Yann Brossa, alors je comprends qu'il ne soit pas fier de son bilan, Yann Brossa, adjoint au logement, 60 000 habitants qui partent, évidemment, ce n'est pas génial. Mais quand j'entends dire qu'il va interdire dans tout Paris, je me dis, mais comment les petits propriétaires, et je pense le jeune couple qui s'est collé un emprunt sur le dos pour 30 ans et qui loue son appartement 30 000 par an pour faire un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois, celui-là, on le vise au même titre que celui qui en a acheté 10, qui en a fait une industrie et un commerce. Enfin, il faut un peu de bon sens de temps en temps. Donc moi, je dissocie très clairement les deux. Et par ailleurs, Julien Denormandie, le ministre du Logement, va permettre quelque chose, parce que la maire de Paris a beau jeu de dire qu'Airbnb, c'est dramatique. Elle n'a rien mis en place et il y a 30 personnes à la ville de Paris chargées d'Airbnb. Donc 30 personnes qui ne sortent pas de l'hôtel de ville, je ne vois pas comment ils contrôlent. Demain, les plateformes ont l'obligation de donner leurs fichiers à une administration que je connais bien, qui est la Direction générale des finances publiques. Quand vous croisez l'ADG, FIP et les fichiers des plateformes, vous ne pouvez pas passer à travers les mailles du filet. Donc je souhaite que les sanctions soient exemplaires et dures pour ceux qui en font une industrie, et qu'en revanche, on foute la paix à celles et ceux qui louent leur résidence principale. Soyons un peu intelligents et pleins de bon sens sur cette affaire. Allez, on parle de sécurité. Peut-être un petit mot de propreté, très, très rapide, avant de passer à la sécurité, qui est un gros chapitre. Sur la propreté, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, est-ce qu'on n'exagère pas un peu en disant que Paris est un grand dépotoir, finalement, et est-ce que ce n'est pas, au même titre que les travaux dont vous parliez tout à l'heure, une désorganisation à la mairie à laquelle on peut mettre fin assez vite? Ou c'est vraiment si sale que ça? n'a-t-on attendu? Qu'est-ce que vous proposez, donc? Que l'adjoint à la propreté soit dans son bureau à l'hôtel de ville responsable des 6 000 rues de Paris et de la propreté des 6 000 rues de Paris est une aberration. Il est temps de confier des sujets du quotidien, la propreté, l'état de la voirie, l'entretien des espaces verts, le maintien de l'équipement public, le banc qui est tagué, le lampadaire qui est cassé. Il faut un nombre de parapheurs pour remplacer une ampoule à la mairie de Paris. On a l'impression qu'on va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, il faut remettre la décision au bon endroit. Paris, c'est le fruit de l'histoire. C'est Chirac et le combat contre Mitterrand avec le rôle que voulait garder Jacques Chirac, parce que François Mitterrand, vous le savez, voulait faire, quand Chirac a gagné la mairie de Paris en 1977, Mitterrand est élu président, fait de décentralisation, et ils envisagent de faire 20 mairies de plein exercice. Donc évidemment, le maire de Paris se retrouve, comme la reine d'Angleterre, à devoir gérer 20 maires d'arrondissement très puissants. Bon, donc on est, comme toujours en France, tombé dans un truc entre deux. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ces sujets du quotidien ne soient pas gérés par les maires d'arrondissement. Moi, ce n'est pas mon rôle, si je suis maire de Paris demain, de savoir que la rue Le Courbe, elle doit être nettoyée le mardi plutôt que le mercredi, plutôt entre 8h et 11h qu'entre 15h et 17h, parce que tel jour, vous avez un marché ou un autre, un vide-grenier ou une fête du commerce. Ce n'est pas mon job. Moi, mon job comme maire de Paris, c'est dire, en revanche, bon, ça suffit de balayer avec des balais en poil plastique, parce que quand on est la ville de l'écologie mondiale avec le C40, c'est peut-être bien d'avoir des gens qui travaillent d'abord dans des conditions acceptables et qui ne se cassent pas le dos avec à 50 ans des troubles musculo-squelettiques comme jamais on en a connu, qu'on leur offre un matériel de meilleure qualité, qu'on investisse dans des balayeuses silencieuses, qu'on fasse du compactage, bref, de gérer l'équipement, c'est-à-dire les investissements, mais sur l'utilisation des moyens, sur les moments où on met le paquet avec des équipes, où on renforce les gars sur le... Ça, c'est le rôle du maire d'arrondissement. Il faut un petit peu faire confiance aux maires d'arrondissement, même s'ils ne sont pas de votre bord politique. Enfin, franchement,
vous soyez de gauche ou de droite, si vous êtes maire, vous n'avez pas envie que la rue ne soit pas propre parce que vous allez vous en prendre une le matin par vos administrés et ils auront raison. De la même manière, vous avez envie que vos espaces verts ils soient bien organisés. Tout ça, il faut sortir des idéologies. Une rue propre, c'est pas de gauche ou de droite, c'est propre. Bon, eh ben une rue propre, c'est le maire d'arrondissement. Donc moi, il y a décentralisation dans les arrondissements de ces compétences pour leur permettre eh bien, de pouvoir répondre sur les sujets sur lesquels leurs concitoyens les interpellent au quotidien. Parce que sinon, pour les maires d'arrondissement, pour les élus municipaux, bah, c'est un peu déprimant parce qu'ils se font alpaguer et puis souvent ils disent « Ah, c'est pas ma faute ». Alors ça, c'est un peu le sport national à Paris. Hein. C'est pas ma faute, c'est la mairie de Paris. La maire de Paris, c'est pas ma faute, c'est l'État, c'est la région, etc. C'est la faute de personne, donc personne n'y comprend plus rien. Moi, je veux remettre de la liberté et de la responsabilité dans le système. Alors, puisqu'on parle de propreté, ben, restons-y. Hein. Il y a un problème avec les rats en ce moment à Paris. Ça vous fait rire, mais il y a des tas de gens que ça fait pas rire. Mais c'est l'année du rat. Que ça fait pas rire du tout. Nous allons fêter dans quelques jours l'année du rat. Bon, c'est un hommage à Paris. Très bien. En attendant, effectivement, tout le monde dit que c'est un problème. Le dire que c'est un problème, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire honnêtement pour lutter contre ce qu'on peut considérer comme un petit fléau à Paris? C'est pas un petit fléau. C'est pas le seul d'ailleurs. Moi, on se moque beaucoup de moi. Il y a le fléau des punaises de lit. Et je vous assure que ce n'est pas un petit fléau parce qu'on pense que 25 à 30% des logements sociaux de la ville de Paris sont touchés par les punaises de lit. C'est tout sauf un petit fléau et c'est très coûteux. La question des nuisibles, c'est la question des moyens qu'on y consacre. J'ai consulté beaucoup de grandes métropoles. Bah, c'est simple, si vous multipliez le budget par 3 ou 4, vous aurez moins de rats. Le budget à Paris, c'est 1 million d'euros pour les rats. Avec 1 million d'euros, vous ne gérez pas la ville de Paris avec les rats. Il faut y consacrer les moyens. Tant que vous ne mettez pas les moyens sur la question des rats, vous aurez des rats. Mais Paris n'est pas condamné. On a l'impression qu'à Paris, on ne peut rien faire sur des sujets où toutes les autres grandes métropoles ont réglé le problème. Donc c'est quand même étonnant. C'est une question de moyens qu'on y consacre et donc de choix politiques. Mais je comprends que quand on a dans sa majorité des éléments de sa majorité qui vous expliquent que gérer les rats et avoir moins de rats, c'est être contre la cause animale, évidemment, c'est un problème. Aujourd'hui, la propreté en général, c'est 500 millions d'euros qui sont consacrés. Oui. Anne Hidalgo dit 1 milliard, il faut doubler ça. 1 milliard pour vous, c'est un chiffre qui correspond à quelque chose. C'est la campagne électorale, je vous dirais 2, ma bonne dame. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous dire, c'est ce que m'ont dit les Parisiens. Est-ce que vous savez ce que m'ont dit les Parisiens? Ils m'ont dit, c'est quand même incroyable. On met 500 millions d'euros, on met un demi-milliard d'euros par an dans la propreté et c'est sale. Vous savez, c'est l'argent magique, c'est les campagnes électorales. C'est le drame de ce pays depuis toujours. Il y a un problème, qu'est-ce que je vous ai dit? On va mettre plus d'argent, on va régler le problème. Je vous annonce, elle mettra plus d'argent, elle mettra plus d'impôts. Mais 500 millions pour vous, ça suffit, mais c'est mal utilisé, c'est ça? Mais c'est très mal utilisé, c'est très mal organisé. Enfin, à la fin, pardon, mais être maire, c'est aussi être un manager de la ville. C'est responsabiliser ses adjoints. C'est pas avoir 400 personnes dans les cabinets qui servent pas à grand-chose, c'est avoir des adjoints en direct avec les services pour bouger son administration. Franchement, ça fonctionnait avant. Bertrand Delanoë, et d'ailleurs chacun raconte, moi j'ai la chance d'avoir dans mes équipes des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont connu. Parfois il piquait des colères, qu'il allait dans les services, qu'il engueulait les mecs. Il le faisait toujours avec justice et jamais sans sévérité. Mais au moins la ville était tenue. Chirac, c'était pareil. Alain Juppé était connu pour serrer les boulons. C'est une ville, il y a 55 000 fonctionnaires. Avec Ribéry, la mairie était mieux tenue qu'avec Hidalgo? J'ai dit Jacques Chirac. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question sur Ribéry. Et j'ai dit Bertrand Delanoë. Je ne m'égarerai pas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous ne pouvez pas regarder ça d'un regard lointain et sans jamais avoir mis les mains dans le cambouis. Il faut voilà, s'impliquer. Quand on est maire, être maire, c'est faire. Et donc, ça veut dire être à la tête d'une incroyable entreprise humaine de 55 000 âmes qui gère 9 milliards de budget. Et ce n'est pas en disant c'est 500 millions aujourd'hui, j'en rajoute 500 millions, ça ira mieux demain, qu'on réglera les problèmes. Si elle rajoute 500 millions sur la propreté, elle fera des impôts et elle le sait. Elle ne le dit pas, mais elle fera des impôts. Allez, on parle de sécurité, si Nicolas Charbonneau le veut bien. J'enchaînais. C'est-à-dire que vous avez vraiment le choix. Ah non, mais voilà, c'est un truc, c'est notre président. C'est lui qui tient. C'est lui qui tient. On fait toujours attention à son président. Benjamin Griveaux, vous sillonnez la capitale là, depuis pas mal de mois maintenant. Vous êtes allé récemment, j'imagine, porte de la Chapelle. Qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, vous parliez de piétons. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui, grosso modo, peuvent plus se balader porte de la Chapelle? Aujourd'hui, tous les jours, on a des témoignages de gens qui disent porte de la Chapelle et ailleurs, mais la porte de la Chapelle symbolise et cristallise un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit? D'abord, et ça transcende tout les clivages politiques. Et ça, on me le dit partout. Il y a une crise humanitaire aux portes de Paris, c'est juste pas possible. Qui est responsable de cette affaire?
La ville de Paris vous dit que c'est l'État vous dit que c'est la ville de Paris, les associations vous disent que c'est l'État et la ville de Paris. Et tout le monde se renvoie la balle. On va le vendredi après-midi, la larme à l'œil, avec des caméras devant les tentes en disant c'est terrible. Et puis le reste de la semaine, on n'y pense pas. Est-ce qu'on est capable de régler le problème en ne changeant pas profondément les règles de cette affaire? Je ne le crois pas. Demain, si je suis élu maire de Paris, je ne veux pas me retrouver dans le jeu de dupes et le jeu de rôle qui consiste à dire que le ministre de l'Intérieur ne me consacre pas suffisamment de moyens et le ministre de l'Intérieur, quel que soit d'ailleurs demain celui qu'il sera, si le gouvernement devait changer, si le président devait changer, si la majorité devait changer, dira immanquablement que le maire de Paris est parfaitement irresponsable, etc. etc. Et on aura toujours 2500 à 3000 personnes qui dormiront dans des tentes, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, et aussi à Saint-Denis, parce que je n'oublie pas nos voisins Saint-Denis, le camp Wilson, c'est 1,5 km au nord. Hein. Bon. Et c'est assez honteux d'avoir ça, et en plus, il y a des enfants. Bref. Donc, moi, j'ai fait une proposition, et je la détaillerai, mais c'est de transférer la compétence de l'hébergement d'urgence au maire de Paris. C'est aujourd'hui une compétence de l'État. Moi, je considère qu'à Paris, on ne peut pas ne pas confier la compétence de l'hébergement d'urgence. Ça veut dire très concrètement quoi? Ça veut dire que quand je vois que l'État paye 30 € par nuit, par personne, pour loger des familles de 4 dans 20 mètres carrés dans des hôtels sociaux immondes, soit 3 600 € par mois pour 20 mètres carrés, qu'il me les confie à moi, maire de Paris. Parce qu'avec 3 600 €, je vais mieux loger ces gens dans de meilleures conditions décentes. Ça veut dire aussi que, maire de Paris, j'exercerai pleinement 2 compétences qui aujourd'hui sont déjà les miennes et que la maire de Paris refuse d'exercer. L'occupation du domaine public. Quand il y a une tente qui s'installe, la maire de Paris doit demander l'évacuation le jour même. Sinon, le lendemain, il y en a 10 et le surlendemain, il y en a 50. Et quand on cherche, on a des bâtiments. Quand on est propriétaire de 18% du foncier bâti à Paris, quand on a des bâtiments inoccupés, on sait loger ces personnes. On sait le loger avec quoi? Avec les crédits des hôtels sociaux, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on donne de l'argent à des marchands de sommeil et à des, pardonnez-moi, salauds qui se font beaucoup d'argent sur le dos de ces personnes qui ont connu l'enfer des Balkans, l'enfer de la Méditerranée pour traverser. C'est comme ça qu'il faut faire. Si demain le maire de Paris n'est pas le chef d'orchestre sur ce sujet, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc moi, je demande qu'on le fasse. On fait ça pendant 3 ans. Et puis on voit si ça fonctionne mieux. Et je donnerai plus d'autonomie aux associations. Parce qu'une association, quand vous lui donnez 100 € de subvention et que vous lui dites comment utiliser 99 de ces 100 €, bah franchement, ça devient une administration. Or, la force d'une association, c'est son agilité. C'est sa capacité à faire face à des nouveaux problèmes. Quand vous allez là-bas, l'Armée du Salut m'y a accueilli il n'y a pas longtemps. Les bénévoles me disaient, vous savez, c'est compliqué parce qu'on a des gens qui désormais ont des phénomènes violents parce qu'ils sont sous crack et on ne sait pas le gérer. Et bien voilà, on va mettre l'État. Elle avait créé, Madame Hidalgo, un truc étonnant qui s'appelait la bulle. Les services de l'État, il n'y avait pas droit de citer. C'était à la porte de la Chapelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand on accueille des gens, il faut qu'il y ait au même endroit les services de l'État, qu'on puisse examiner les situations administratives et y répondre vite. Parce que quand on met 18 mois à répondre, ben, ce n'est pas possible et les situations deviennent infernales pour les familles. Ça veut dire qu'au même endroit, on scolarise les enfants. Un enfant en France, la journée, il ne mendie pas. Il est à l'école. Et le soir, il est à l'abri. Et ça, ce n'est pas le rôle de l'État. C'est la protection de l'enfance. C'est la compétence du maire de Paris. Elle ne l'exerce pas. Et donc, moi, je le dis, l'aide sociale à l'enfance, les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, les enfants, la journée, ils seront à l'école, parce qu'on n'accepterait jamais ça d'un enfant français. Ça vaut pour les mineurs isolés dans le 18e? Ça vaut pour tout le monde. On n'accepterait jamais que des enfants français vivent dans ces conditions. En France, quand on n'a pas 18 ans, la journée, on est à l'école. On n'est pas dans la rue et on ne mendie pas. Vous êtes favorable à une police municipale armée. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage? Il y a un débat quand même sur les violences policières aujourd'hui, dans d'autres circonstances bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'on peut armer tout le monde et combien de temps ça prend? Et est-ce que tout le monde est capable d'être armé dans la police à Paris? Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'ai dit que je souhaitais une police municipale armée? D'autres grandes métropoles ont ça et ne connaissent pas de bavure. D'ailleurs, souvent parce que les policiers municipaux sont plus entraînés chaque année au tir que les policiers nationaux. Ils tirent plus de cartouches à l'entraînement qu'un policier national, un policier municipal, il faut le savoir. Deuxièmement, parce qu'on ne va pas donner un flingue à des gens qu'on n'a pas formés. La formation, c'est 120 jours, c'est 15 000 € par agent. Donc, ce sont des choses sérieuses. Ensuite, pourquoi je souhaite, moi, les armer? Je le dis très tranquillement, j'ai changé d'avis sur la question. J'ai consulté des grands flics, des grands commissaires, la hiérarchie policière, issus des 2 grandes écoles de police qui furent celle de Pierre Joxe et celle de Nicolas Sarkozy, qui ont marqué un peu le ministère de l'Intérieur. Tous, sans aucune exception, m'ont dit « Vous ne pouvez pas demain
mettre un agent de la ville de Paris avec un uniforme marqué police dans le dos sans l'armée parce que vous en faites de facto une cible. Pour le terrorisme, chacun a cela en tête, mais aussi pour le grand banditisme. Paris a un taux de criminalité 2 fois plus élevé que la Seine-Saint-Denis. C'est la ville de France avec les taux de criminalité les plus élevés. Et on souhaiterait avoir une police municipale désarmée, mais c'est parfaitement irresponsable. Demain, si le maire de Paris crée sa police municipale, qu'ils ne sont pas armés, que dira-t-il à ces policiers municipaux lorsque l'un d'entre eux tombera sous les balles d'un bandit, d'un terroriste ou autre? Moi, je souhaite qu'on puisse les former, qu'on le fasse très sérieusement. Sur les 3200 ou 3400 agents aujourd'hui qui sont chargés de la sécurité à la ville de Paris, sans doute tous et toutes ne souhaitent-ils pas embrasser cette carrière? Eh bien, on les réorientera dans d'autres services de la ville. Ma conviction, c'est qu'il en faut 5000. Et donc, moi, sur les 3200, 3400, ça dépend. Je pense que peut-être 2000 peuvent avoir une formation complémentaire, parce qu'ils sont déjà formés au métier de la sécurité, notamment pour le port d'armes, dont je rappelle qu'il est autorisé à Paris uniquement par le préfet de police. Tout ça est extrêmement encadré. Que par ailleurs, je propose qu'ils aient une caméra piéton pour qu'on puisse, dans les interventions, les identifier avec un matricule. Bref, tout cela se fait de manière très sérieuse. Ça a été fait à Lyon, ça a été fait à Marseille, ça a été fait dans beaucoup de villes, à Nice évidemment. Que Paris, la capitale qui concentre le plus fort taux de criminalité, n'ait pas une police municipale armée me laisse songeur. Et à nouveau, le rôle de la police municipale, ce n'est pas d'utiliser son arme pour les interventions, mais simplement pour se défendre, et puis pour intervenir en cas de flagrant délit ou de survenance d'un danger dans la rue. Voilà. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas jouer à faire peur aux gens. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le plan de formation, c'est 400 à 500 policiers municipaux par an. C'est donc un surcoût par rapport au coût actuel de 70 millions d'euros, que je sais comment financer. Et par ailleurs, il faudra associer à cela un plan de vidéoprotection important. Ce sont 5000 caméras, dont je suis encore en train d'établir le coût, parce que de nouvelles techniques, notamment venues du Moyen-Orient, permettent d'avoir des caméras intelligentes qui, plutôt, parce que si vous mettez beaucoup de caméras, le problème que vous avez, c'est que vous devez avoir beaucoup de personnel devant les écrans pour regarder ce qui se passe. Et on est aujourd'hui en capacité d'avoir des caméras intelligentes qui détectent des comportements ou des gestes anormaux. Par exemple, dans les transports, quand vous arrachez un sac, votre corps a un geste particulier. Les caméras aujourd'hui ne se brancheraient ou ne renverraient des images que des gestes inhabituels, ce qui permettrait d'avoir des interventions. Mais ça a un coût, et donc cela, on est en train de l'évaluer. Voilà. Vous diriez, Benjamin Griveaux, que vous avez dit que vous aviez changé d'avis sur l'armement de la police municipale, que dans votre famille politique, au sens large, à un moment donné, il y a eu un peu d'angélisme et que vous êtes devenu pragmatique aujourd'hui? Alors moi, j'ai une famille très recomposée. Oui, justement, votre famille politique au ça sens... dépend de quelle composante on parle. Je crois pas. Je crois que, vous savez, ma génération, on a malheureusement grandi avec un phénomène de violence dans la société, mais qui ne s'exprime pas uniquement par des violences physiques ou des violences verbales. Quand vous voyez la violence des réseaux sociaux sur le débat politique, j'en parle même pas. Et puis après tout, ne nous plaignons pas. On a cherché, on veut s'engager dans cette folle mission, donc on accepte les règles. Mais quand vous voyez la violence qui s'exerce à l'endroit de gamins sur du harcèlement scolaire à l'école, vous avez des drames avec des enfants de 10 ans ou de 12 ans qui se suicident parce qu'ils ne supportent pas cette violence-là, vous dites que sans doute la société française a changé son rapport à la violence, au-delà des questions d'angélisme des uns ou des autres. Et que cette bataille culturelle de l'acceptation, de l'altérité, du dialogue, du débat, du consensus démocratique, de la lutte contre les fake news, et je vous le dis suffisamment, je vous remercierai jamais assez. Moi, vous savez, ma plus grande fierté comme porte-parole du gouvernement, c'est d'avoir été poursuivi pour diffamation 2 fois par Russia Today, parce que je considère que ce ne sont pas des journalistes, ils font de la propagande, et je respecte, moi, la carte de presse. Vous ne nous épargnez pas, il vous arrive d'être dur, parfois même a-t-on le sentiment que vous pouvez être injuste, mais vous faites partie de ce grand débat démocratique. Et ça fait aussi partie, le débat, d'un bon moyen d'apaiser les violences. On y répond par de la police, par de la présence, c'est sûr. On y répond aussi par cette bataille culturelle. Vous y prenez une grande part. Bon, les journalistes sont parfois un peu durs avec vous. On va voir s'il y a des questions. Qui aime bien, châtie bien. On va voir s'il y a des questions dans la salle de journalistes ou de non-journalistes. Pas de questions. Bon, eh ben, écoutez, qui ne dit mot consent. Si, il y a une question sur le Facebook Live. Isabelle, alors, quelle ville sur le plan mondial est un modèle pour vous?
Alors moi, d'abord, je ne crois pas je déteste les modèles ou les phénomènes de fan club. J'ai par exemple fait beaucoup de tennis et j'adorais plein de joueurs de tennis. On me disait, alors c'est qui ton préféré? Et j'adorais John McEnroe parce qu'il avait un caractère un peu de cochon, mais j'aimais bien je trouvais le type un peu fantasque. Et puis en même temps, je trouvais Stéphane Edberg génial, qui était sans doute le mec le plus ennuyeux du monde à un dîner. Donc, Bon, il y a des villes sur lesquelles on mais il y a des pourrait villes, vous inspirer. Mais non, mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez adorer ce que, par exemple, Stockholm est en train de réussir dans la reconquête des quartiers nord de Solna. Et ils ont fait des logements sociaux d'une qualité invraisemblable. Et en même temps, vous pouvez trouver que les reconquêtes de des rives de l'Elbe avec Olaf Scholz, qui était à l'époque maire d'Hambourg, avec la Philharmonie d'Herzog et de Meuron, c'est formidable. C'est très difficile. Vous pouvez tomber sous le charme des rues romaines absentes où il n'y a pas... c'est dur de ne pas tomber sous le charme, où il n'y a plus de bus de tourisme. Et en même temps, trouver que les nouveaux quartiers londoniens, mais avec une géographie évidemment très différente de Paris, répondent à ça. Donc, moi, je n'ai pas de vie dont je me dis, voilà, je vais en faire un modèle. Les gens nous disent, on va faire comme Copenhague. Bon, on n'est pas Copenhague. On n'a pas des maisons en bois, des bateaux. Enfin, voilà, assez peu. En tout cas, il y en a peut-être au futur au port de l'Arsenal. Peut-être quelques-uns, mais encore. Mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, moi, mon sujet, c'est de dire, je vais prendre ce que je considère être le plus inspirant sur certains sujets dans certaines villes et essayer de le mettre en place à Paris. Je vous prends un exemple. J'ai eu une chance, il y a un peu moins d'un an, à Paris. Le maire de Chicago, enfin l'ancien maire de Chicago, désormais était de passage, Rahm Emanuel. Il a été le chief of staff d'Obama pendant la première année et demie du mandat d'Obama. Et puis ensuite, il a été maire de Chicago. Il a fait 2 mandats de 4 ans. Et je lui ai dit, voilà, quelle est votre principale réalisation dont vous êtes fier, etc. Je savais qu'ils avaient des problèmes de circulation, notamment de périphérique. Ça ne me rappelle rien. Et il me dit, voilà, moi j'ai pris le sujet, non pas en traitant les symptômes, mais en traitant les racines du mal sur les transports. Et c'est intéressant, parce que nous, on traite beaucoup les symptômes pour se faire plaisir dans les périodes électorales, mais à la fin des fins, pourquoi est-ce qu'on a autant de gens qui prennent des transports chaque jour en Île-de-France et dans la région parisienne? Parce qu'on se déplace pour aller de son lieu d'habitation à son lieu de travail. Et lui, il a développé un plan ambitieux de télétravail. Non pas pour que vous télétravaillez depuis chez vous, parce que moi, je crois à la dissociation entre le lieu de travail et le lieu où on vit, parce que le lieu de travail, c'est là où on rencontre des gens, on se confronte, on tombe amoureux, que sais-je. Enfin, en tout cas, il s'y passe autre chose que chez soi. Donc, je crois à la dissociation. Ben, moi, je trouve que la métropole, et c'est une idée que j'ai eue en gestation après cet entretien avec le maire de Chicago, dire que la métropole doit être le niveau où on développe un plan massif, et si elle ne devait avoir qu'une mission, de télétravail. Pourquoi? Parce que le maire de Paris, la ville de Paris, est propriétaire de beaucoup de fonciers bâtis et non bâtis à l'extérieur de Paris. Et moi, je suis prêt à mettre ce foncier à disposition d'entreprises pour leur dire, voilà, on co-investit ensemble. On va faire télétravailler vos salariés qui ont besoin de gros tuyaux avec de la fibre, du gros débit, peut-être d'imprimantes 3D, etc., qu'ils n'ont pas chez eux par ailleurs. Et puis, du coup, ça va leur permettre de télétravailler peut-être 1 ou 2 journées dans la semaine. Si on fait télétravailler 1 journée dans la semaine, on tombe le trafic de 15%. 2 jours dans la semaine, de près de 25%. Vous imaginez le changement radical que vous opérez? Et là, vous vous êtes attaqué à la racine du mal, qui est que l'organisation territoriale de Paris et de sa 27 villes limitrophes, ici en est une, eh bien, n'a pas été pensée pour les nouveaux modes de travail. Et donc, on habite à l'Est et on travaille à l'Ouest. Eh bien, je crois aussi que ce rééquilibrage passe par des plans de ce type-là, et c'est une inspiration, voilà, qui par exemple est venue de Chicago. Mais il y a beaucoup d'autres villes qui sont inspirantes. Alors, il y a maintenant des mains qui se lèvent dans l'assistance, parce qu'évidemment, c'est toujours comme ça. Au début, on se regarde un peu un peu de timidité, puis après, on s'apprivoise. Je rebondis sur... il n'y a pas eu le temps de poser ma question. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quelle est votre position sur l'élargissement de Paris aux communes voisines? Certains de vos concurrents ont déjà donné leur position. Vous ne l'avez pas encore donnée. Alors, moi je suis... D'abord, quand on veut être maire, il est préférable d'être attaché au fait municipal. Sinon, c'est un peu étonnant. Et moi, je n'ai pas du tout la conception d'un Paris impérialiste qui va annexer les communes autour pour donner la bonne parole, et je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire. D'abord, je vais vous dire, ma conviction, elle est très simple, c'est qu'on prend le problème à l'envers, encore une fois. C'est très caractéristique d'un pays où Socrate l'a emporté il y a bien longtemps. On pense que les institutions, les constructions intellectuelles l'emportent, et que parce que vous avez une institution, la réalité va métamorphoser son mode de fonctionnement. Ça n'a jamais marché. Regardez la métropole du Grand Paris. On a fait un mécano institutionnel redoutablement intelligent, très équilibré, etc. Bon, qu'est-ce que ça a produit? Pourquoi?
C'est un contrat de mariage entre des gens qui ne se connaissaient pas ou qui sans doute ne partageaient pas le même projet de vie. Donc on va commencer par les projets, puis après on établira un contrat. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Moi, si je me mets à annexer Montrouge, ici les Moulineaux, Montreuil, Clichy, Saint-Ouen, etc., ils vont me dire, mais c'est pour faire quoi? Et moi, je veux commencer à faire des choses avec eux. Le logement, la petite enfance, des choses très concrètes qui changent la vie. Si vous créez une institution pour la beauté esthétique de l'institution, vous ne rendez aucun service à la population, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi est-ce qu'il y a une métropole qui a pas mal fonctionné en France, qui est Lyon? Parce que vous aviez Gérard Collomb et M. Mercier. Et ils se sont mis d'accord pour faire ensemble des sujets qui concernaient leurs concitoyens, bien avant que la métropole n'existe juridiquement. C'était à l'époque la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Ils ont transformé des quartiers entiers. La Duchère, enfin, moi j'ai été lycéen à Lyon, la Duchère c'était un coupe-gorge terrible. Vous avez le quartier de la Duchère transformé, Confluence, c'était lancé par Raymond Barre, etc. Quand on a rendu un service à la population, qu'on a montré aux habitants qu'on aurait été utile, ben là ils disent ok, faites votre métropole, on y croit. Vous nous racontez une histoire, vous nous embarquez dans un récit. Aujourd'hui, dire on va élargir, agrandir, annexer, mais c'est sur quel projet? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Moi, je crois que le mandat 2020-2026 doit être le mandat qui permet de démontrer qu'on est utile à la population. Transport, logement, solidarité. C'est les trois sujets qui font qu'on tient et que la petite couronne tient avec Paris. Et dans le mandat suivant, là, on peut travailler dans les institutions. Mais si on n'a pas de projet, vous aurez une institution qui arrivera sur une réalité politique et qui lui résistera, comme elle a résisté à Patrick Collier, qui n'est pas un mauvais président de la métropole, mais le pauvre, il n'a que des vice-présidents qui se détestent depuis des générations et n'ont pas envie de travailler ensemble. Donc il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose. Une autre question dans la salle, et même deux questions. Ah bah, voilà. Oui, un mot sur la métropole du Grand Paris encore, parce que vous parlez du modèle lyonnais, Ouais. donc la disparition en partie du département. Est-ce que vous êtes donc favorable à la disparition des départements De la petite couronne, oui. Oui. Des trois départements de la petite couronne, j'ai eu l'occasion déjà de le dire publiquement. Je pense que ça n'est pas le bon échelon. J'ai été vice-président d'un département, alors dans un département, certes, qui n'est pas un département aussi dense urbainement, mais qui était un département rural et industriel. Et j'ai considéré, je n'ai pas été candidat à ma succession. Pourquoi? Parce que j'ai considéré qu'il fallait supprimer le département. Donc, en cohérence, je n'allais pas être candidat à une institution dont je pensais qu'il fallait la supprimer. Est-ce qu'il y a des territoires en France où il faut garder le département? Oui. Dans les territoires très ruraux, ça permet d'avoir un bon niveau d'expertise technique et d'avoir de l'ingénierie administrative que vous n'avez pas s'il n'y a pas de structure départementale. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire partout. Enfin, franchement, en petite couronne, vous avez l'impression qu'on est loin de Paris ici? C'est pas possible. On ne peut pas garder la loi NOTRe. Ça, c'est un truc encore miraculeux du quinquennat précédent. On rentre dans le débat aux chambres avec 4 échelons. Pour simplifier l'affaire, on en sort, il y en a 6. Personne n'y comprend rien. Les établissements publics territoriaux, franchement, demandez à quelqu'un s'il sait même que ça existe. Personne n'y comprend absolument rien. Je pense qu'il y a un échelon trop. Le département à l'évidence, les collèges, les routes et le social. C'est ça ce que fait un département. Une fois que vous avez enlevé ça, à part les Hauts-de-Seine, parce qu'ils ont un peu plus d'argent, ils ne font pas grand-chose. Le social, ça doit être les villes ou les intercommunalités, parce que c'est des politiques qu'on fait en proximité. Les routes et les collèges, les routes, la région fait le rail. Il n'est peut-être pas idiot de se dire qu'elle fait les routes parce que c'est l'intermodalité. Et puis les collèges, franchement, la région fait des lycées, faire un collège, c'est pas très différent à opérer. Donc une fois que vous avez enlevé ça, le reste, c'est beaucoup de saupoudrage et parfois un peu de camaraderie politique, disons. Une autre question, madame? Oui, bonjour, je me présente, je suis Caroline Campos-Brétillon et je suis candidate aux élections municipales de Charenton. Donc, je suis tout particulièrement intéressée quand vous avez parlé du projet Bercy-Charenton. Nous, on a le pendant Charenton-Bercy. Ouais. Le maire actuel a signé un contrat d'intérêt national. Donc, je partage votre vision des choses quand vous dites qu'on va bétonner alors qu'on dit qu'on est écoquartier. Mais dans quelle mesure on peut revenir sur un contrat d'intérêt national? Dans quelle mesure on peut travailler ensemble, pour le coup, avec la ville de Paris qu'on avait fait un travail qu'on avait amorcé à l'origine avec la ville de Paris, avec monsieur Jean-Pierre Caffé à partir de dès 2005. D'abord, il y a des projets de tour qu'on peut toujours revoir dans la programmation. Moi, mon sujet, c'est de dire, je ne veux pas être celui qui va à nouveau accroître la densité de la ville, puisqu'on est en Europe la ville la plus dense, et comme beaucoup l'ignorent, on est plus dense que New York ou des villes comme Hong Kong. Alors c'est très contre-intuitif, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui habitent ici au kilomètre carré que dans ces deux capitales que je viens de citer, qui sont plutôt des capitales où on travaille et pas tellement où on habite, ou en tout cas on habite des appartements plus grands qu'à Paris, parce qu'à Paris on habite des petites surfaces. C'est pour ça qu'on a une densité de nombre d'habitants au kilomètre carré très 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 élevée.
Ça veut dire revoir ces programmations. Les permis de construire n'ont pas du tout été délivrés. Donc on est dans un temps largement suffisant pour pouvoir opérer des modifications sur la programme, que ce soit en termes de logement, en termes de commerce, en termes de bureaux, en termes de fonctionnalité, en termes de services à la population. Enfin, quand je vois que le projet Bercy-Charenton, ils ont prévu quand même généreusement 4% d'espace vert et 96% de béton, et qu'on nous explique que c'est la mer écolo. Enfin, voilà. Donc maintenant, cette campagne va permettre de poser un peu les sujets sur la table. Parce que 4% de végétalisation sur un projet de tour, on ne peut pas m'expliquer que c'est un projet écolo. Donc ça, c'est le faire, mais ça veut dire aussi réfléchir à comment on reconnecte le bois de Vincennes à Paris. Comment est-ce qu'on reconnecte, les urbanistes les plus capés utilisent ce terme un peu étonnant, le plat de nouilles, quand vous faites une photo aérienne qui sont les enchevêtrements des différentes voiries, etc., du périph' et de l'autoroute. Honnêtement, là, il y a un très gros travail à reprendre, mais aller faire habiter des gens là, je suis certain que la maire de Paris ne prendra pas un appartement là-bas. Benjamin Griveaux, on arrive au terme de ce Face au Presse Club. Nicolas Charbonneau vous a posé la première question. Je suis désolé pour les gens qui avaient des tas d'autres questions à poser dans la salle. C'est Brigitte Boucher qui vous pose la dernière question. Dernière question. Alors, on est déjà fin mars. Vous êtes élu maire de Paris. Quelle est votre première décision? Alors d'abord, le 31 mars, c'est la Saint-Benjamin. Donc, je fais ma fête. Je ne sais pas dans quel sens on peut prendre le terme fête. Ma première décision, je convoquerai des états généraux des agents de la ville de Paris pour libérer la parole. Parce qu'on a un besoin de libération de la parole. Je discute beaucoup avec des agents que je croise au gré de mes différents déplacements. Ils ont des tonnes d'idées très intelligentes et j'ai comme le sentiment que ça ne remonte jamais dans les étages. Et bien, comme ça ne remonte pas dans les étages, le rôle du maire de Paris, c'est d'être auprès des siens. Et les siens, ce sont ses agents, parce qu'un maire seul et sans ses équipes, il n'est rien. Ce sera ma première acte à l'endroit des agents. Eh bien, merci en tout cas d'avoir eu une parole libre, Benjamin. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à ce Face au Presse Club. La semaine prochaine, nous serons avec Gaspard Ganzer. Et merci aux internautes de nous suivre. Merci à vous.